L'Iran vient de laisser un morceau de papier dans un stade américain. Et, d'une manière presque absurde, ce morceau de papier est devenu l'objet le plus chargé politiquement de toute la Coupe du Monde. Prenez un instant pour mesurer ce que cela veut dire. Pas les buts, pas les schémas tactiques, pas les décisions du VAR, ni les conférences de presse, ni les interminables communiqués de la FIFA déguisés en exercice de transparence. Une note manuscrite laissée sur un banc dans un vestiaire du SoFi Stadium à Los Angeles par une équipe qui, techniquement, n'a pas le droit de passer la nuit dans le pays où elle dispute la compétition. Une note qui disait « Et je veux vraiment que vous lisiez ceci. De l'ancienne Perse d'il y a des milliers d'années à l'Iran civilisé d'aujourd'hui, l'esprit de l'Iran demeure vivant et inébranlable. » Puis, avec la même encre, sur la même feuille, un appel à la paix, au respect et à l'amitié entre toutes les nations. Je vais être honnête avec vous. Quand j'ai lu ces mots pour la première fois, je suis resté avec eux un moment. Parce que le réflexe le plus facile serait de les balayer, d'y voir de la communication, d'y voir une opération de propagande menée par un gouvernement au bilan effroyable en matière de droits humains, d'y voir un théâtre de soft power déguisé en sincérité. On peut le faire, et une partie de cela est peut-être vraie. Mais dès l'instant où l'on réduit entièrement cette note à cela, on perd la véritable histoire. Et la véritable histoire est l'une des choses les plus inconfortables que cette Coupe du Monde ait produite, et elle en a déjà produit une longue liste. Je m'appelle L. J'utilise l'analyse de données pour repérer des schémas en géopolitique et en économie, et ceci est le 6e épisode de la série de la chaîne consacrée à la Coupe du Monde. Nous suivons ce tournoi depuis avant le premier coup de sifflet, et je vous le dis maintenant, la couche politique de cette compétition est plus complexe, plus explosive et plus révélatrice que tout ce qui se passe sur le terrain. Une note sur la paix, dans un vestiaire, à Los Angeles, alors que le pays au dehors de ce vestiaire est le même pays dont le président a interdit l'entrée à l'Iran, dont le système de visa a traité le personnel d'appui iranien comme une menace pour la sécurité nationale, et dont le gouvernement se trouve encore techniquement dans les suites d'un conflit militaire de 100 jours avec le pays d'où venait cette note. Si vous voulez suivre ce fil jusqu'à l'endroit où il nous mènera, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire ce que, selon vous, cette note signifie vraiment. Parce que j'y pense depuis des heures et je n'ai toujours pas de réponse claire. Commençons par ce qui s'est passé sur le terrain. Non pas parce que le match serait le sujet principal, il ne l'est pas, mais parce que le contexte compte et que ce contexte est extraordinaire. Le 22 juin, l'Iran et la Belgique ont fait match nul 0-0 au SoFi Stadium d'Inglewood, à Los Angeles. C'était le deuxième match de l'Iran dans le groupe G de la Coupe du Monde 2026. La Belgique a mis la pression en première période. Le gardien iranien Alireza Behranvand a été exceptionnel. Des arrêts brillants, le genre de prestation qui vous fait comprendre pourquoi cet homme a une carrière malgré tout ce que la logistique imposée à son pays lui a fait subir dans ce tournoi. La Belgique s'est retrouvée à 10 à la 66e minute après le carton rouge reçu par Nathan Ngoy. L'Iran a poussé. Le match est resté sans but. Résultat, l'Iran en tête du groupe G à la différence de but, la Belgique à 2 points et les deux équipes encore pleinement en vie avant la dernière journée de la phase de groupe. Ce n'est pas un détail mineur, car cela signifie que cette équipe, privée du droit de dormir dans le pays où elle dispute la compétition, contrainte de voyager depuis sa base de Tijuana au Mexique, avec 15 membres de son personnel d'appui privé de visa américain, avec le président de sa fédération empêché d'entrer, est arrivée au SoFi Stadium à livrer un match professionnel contre une solide nation européenne, a gardé sa cage inviolée et est repartie invaincue. Puis elle a laissé une note. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. Les restrictions de déplacement imposées à l'Iran pendant cette Coupe du Monde ne sont pas une note de bas de page. Elles constituent la réalité politique centrale autour de laquelle cette équipe a dû organiser chacune de ses journées depuis son arrivée sur le continent nord-américain. Lorsque la sélection iranienne a atterri à Tijuana au début du mois de juin, les États-Unis avaient refusé des visas à environ 15 membres de son personnel administratif et de gestion. Pas des joueurs, pas le staff technique. Le secrétaire général de la Fédération iranienne de football, Hedayat Mombeini, le vice-président, Mehdi Mohammad Nabi, des conseillers techniques, des administratifs, les personnes dont le travail consiste à faire fonctionner un programme national de football dans un grand tournoi. Elles n'ont pas été autorisées à entrer. L'ambassade d'Iran en Turquie, où la sélection s'était entraînée, a décrit ces refus de visa comme une indécision non sportive et entièrement politique, contraire aux règlements internationaux du sport.
La fédération a annoncé qu'elle déposerait une plainte auprès de la FIFA. Le sélectionneur Amir Galenoei a qualifié l'Iran d'équipe la plus opprimée de la compétition. C'est le mot qu'il a employé, opprimé. Pensez à ce qu'il faut pour utiliser ce mot publiquement, en tant que sélectionneur, lors d'une Coupe du Monde de la FIFA. La position du gouvernement américain, transmise par un porte-parole en réponse à une demande de Reuters, était que l'équipe serait autorisée à arriver la veille du match et serait tenue de repartir le jour de la conclusion du match. Voilà la politique officielle. Arriver la veille. Repartir le jour même. Pas de nuit sur place. Pas de préparation prolongée dans le pays hôte. Pas de normalité. L'Iran a dû négocier avec les autorités mexicaines pour établir une base à Tijuana et franchir la frontière dans des conditions qu'aucune autre nation participante n'a eu à envisager. Restez un instant avec cette idée. Plus de 50 nations participent à cette Coupe du Monde. Chacune d'entre elles peut réserver un hôtel à Los Angeles, organiser des séances d'entraînement en Californie, s'adapter au climat, manger, se reposer, se préparer. Une seule équipe a dû construire une opération logistique transfrontalière simplement pour exister dans le tournoi. Et cette équipe a ensuite tenu la Belgique en échec, alors que les Belges étaient à 10 en seconde période, avant de laisser une note remerciant Los Angeles pour son hospitalité. Parlons maintenant de novembre 2025, parce que les restrictions n'ont pas commencé en juin. Elles ont commencé lors du tirage au sort. Lorsque la FIFA a organisé à Washington DC le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026, l'Iran l'a boycotté. Non pas parce qu'il ne voulait pas y assister, mais parce que les États-Unis avaient refusé des visas à des membres de sa délégation. La fédération a envoyé une délégation à Washington et les États-Unis ont délivré 4 visas. 4, tout en refusant l'entrée à Mehdi Taj, le président de la Fédération iranienne de football, entre autres. L'Iran a annoncé qu'il ne participerait pas au tirage au sort d'un tournoi auquel il s'était qualifié, organisé sur un continent où un pays co-organisateur avait refusé de laisser entrer dans le bâtiment l'organisation censée le représenter. Je couvre la géopolitique depuis assez longtemps pour reconnaître le moment où le langage bureaucratique sert à faire passer une décision politique pour une mesure administrative. On serait senti dans restrictions fondées sur la sécurité. Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays désignés. Les athlètes et les entraîneurs sont exemptés. C'est cette dernière formule qui trahit tout. Les athlètes sont exemptés. Les personnes qui font tourner l'équipe ne le sont pas. Parce que cette restriction n'a jamais vraiment porté sur la sécurité. Elle portait sur le signal. L'interdiction de voyage imposée par Trump aux ressortissants de 12 pays, signée par décret et incluant l'Iran, prévoyait officiellement une exemption pour les athlètes participant à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques de 2028. Dans les faits, cette exemption était étroite, appliquée de manière incohérente et conçue, sur le plan opérationnel, pour rendre la participation aussi difficile que possible, sans violer techniquement les obligations de pays hôtes envers la FIFA. C'est une approche intéressante. Vous ne pouvez pas exclure entièrement une équipe du tournoi. La FIFA retirerait les droits d'organisation. Alors, à la place, vous transformez les conditions de sa participation en rappel quotidien de ce que votre gouvernement pense de son pays. Vous refusez des visas au secrétaire général. Vous limitez les nuitées. Vous imposez un départ le jour même. Vous faites de chaque match aux États-Unis une crise logistique ajoutée à une compétition sportive déjà exigeante. Et vous faites tout cela alors que Trump a déjà signé un accord de cessez-le-feu avec l'Iran à Versailles, alors que les bombes ont techniquement cessé de tomber, alors qu'un fonds de reconstruction est apparemment en cours de négociation. La guerre est terminée. Les règles de visa restent en place. Ce n'est pas une contradiction. C'est une politique. Et cette politique fonctionne exactement comme prévu. Car le signal qu'elle envoie ne s'adresse pas à l'équipe iranienne de football. Il s'adresse à tous les pays qui regardent, à toutes les nations qui dépendent de l'approbation américaine pour circuler librement dans le monde, à toutes les fédérations qui veulent comprendre ce que signifie accueillir lorsque l'hôte mène simultanément sa politique étrangère par le contrôle de l'immigration. La FIFA l'a vu. La FIFA n'a rien dit. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, l'homme qui a remis à Trump un prix de la paix lors d'un dîner à la Maison-Blanche plus tôt cette année, je vous laisse une seconde pour digérer cette phrase, n'a pas été publiquement visible sur la question des refus de visa iraniens.
L'organisation, qui affirme être la gardienne politiquement neutre du jeu mondial, a vu le président de la fédération d'une nation membre se voir refuser l'entrée au tirage au sort du tournoi et a répondu par l'équivalent institutionnel d'un haussement d'épaule. Laissez cela résonner un instant, parce que ce silence était une décision. Voilà ce qu'il faut comprendre à propos de cette note. La Fédération iranienne de football a publié la photographie du message manuscrit sur les réseaux sociaux après le match contre la Belgique. Il était écrit en farsi. La traduction dit ceci. De l'ancienne Perse d'il y a des milliers d'années à l'Iran civilisé d'aujourd'hui, l'esprit de l'Iran demeure vivant et inébranlable. Nous avons concouru avec honneur et nous partons avec dignité. Merci à Los Angeles pour votre accueil. Puis vient la dernière ligne, un appel à la paix, au respect et à l'amitié entre toutes les nations. La note a été largement partagée, elle a suscité une énorme couverture médiatique. Et immédiatement, de façon prévisible, deux camps se sont formés. Un camp y a vu un geste humain authentique de la part d'athlètes qui n'avaient pas demandé à devenir les substituts d'un conflit géopolitique et qui voulaient laisser quelque chose de décent derrière eux dans une ville où vit la plus grande communauté de la diaspora persane au monde. L'autre camp y a vu un message d'État calculé, émanant d'un gouvernement qui arrête ses propres citoyennes lorsqu'elles retirent leur voile, qui a emprisonné et exécuté des manifestants, qui finance des milices alliées à travers le Moyen-Orient et qui savait parfaitement l'effet que produirait une note sur la paix laissée dans un vestiaire à Los Angeles. Je pense que les deux camps ont partiellement raison et qu'ils sont tous les deux complètement incomplets. Voici ce que je crois réellement en train de se passer. La note est réelle, le cynisme qui l'entoure est réel, et ni l'un ni l'autre n'est l'histoire principale. L'histoire principale, c'est le système qui a rendu cette note possible au départ, car ce que l'équipe iranienne a fait au Sophie Stadium, jouer au football, garder sa cage inviolée, laisser une note manuscrite sur la paix, n'est pas remarquable à cause de la note elle-même, c'est remarquable à cause de tout ce qui s'opposait à la normalité de ce geste. Les visas refusés, l'obligation de repartir le jour même, le tirage au sort boycotté, les 15 membres du personnel manquants, la manifestation devant le stade d'Irano-Américain portant le drapeau pré-révolutionnaire au lion et au soleil interdit par la FIFA dans toutes les enceintes. Le juge de Los Angeles qui a refusé d'annuler cette interdiction en urgence lors d'un recours de dernière minute. Les agents de sécurité confisquant du tissu aux portes. Les supporters qui ont fait entrer en douce dans le stade des morceaux de tissu séparés, apparemment anodins, avant de les coudre ensemble dans les tribunes pendant le match. Et puis, après tout cela, à l'intérieur du vestiaire, une feuille de papier demandant la paix entre toutes les nations. Si vous aviez écrit cela comme une fiction, votre éditeur vous aurait dit que c'était trop appuyé. La communauté irano-américaine de Los Angeles constitue la plus grande diaspora persane au monde. Beaucoup de ses membres ont fui la République islamique. Beaucoup détestent le gouvernement actuel. Beaucoup veulent un Iran fondamentalement différent. Et pourtant, devant le Sophie Stadium, ils étaient en soi des centaines à venir. Ils portaient derrière le drapeau au lion et au soleil. Ils scandaient des slogans. Certains brandissaient pendant des photographies de manifestants tués à Téhéran lors du soulèvement de 2022. D'autres tenaient des pancartes demandant aux joueurs iraniens de s'exprimer publiquement sur la situation à l'intérieur du pays. Les joueurs, pour l'essentiel, ne l'ont pas fait. Les joueurs ont joué au football, puis les joueurs ont laissé une note. Le rapport entre le bilan du gouvernement iranien et l'humanité de l'équipe iranienne de football n'est pas un paradoxe que l'on résout proprement. C'est l'un de ces endroits où deux vérités coexistent dans une tension permanente. Je pense que cette tension est la véritable histoire que presque personne ne veut raconter, parce qu'elle ne rentre pas proprement dans le cadre « l'Iran est mauvais », ni dans le cadre « le sport transcende la politique », que les médias préfèrent lorsqu'il leur faut un titre clair avant le match suivant. L'économie rend tout cela encore pire. J'ai déjà parlé de l'architecture financière de cette Coupe du Monde dans les épisodes précédents de cette série, mais je veux relier ici un fil précis. Le modèle économique américain de la Coupe du Monde 2026 dépendait des supporters internationaux. Le même environnement politique qui a produit les restrictions de visa imposées à l'Iran a aussi créé les conditions plus larges qui freinent le tourisme international. Les politiques de voyage de Trump, les opérations de l'ICE près des villes hôtes, le refroidissement géopolitique d'après-guerre, tout cela a affaibli précisément la demande de voyages internationaux dont ce modèle économique avait besoin. Les projections de visiteurs à New York ont été révisées de 1,2 million à 500 000. Des hôtels qui avaient augmenté leur prix de 300% les abaissent désormais sous leurs tarifs estivaux habituels.
Un hôtel de Houston comptant 100 chambres en avait 80 vides pendant le week-end d'ouverture. La manne économique promise et une politique migratoire restrictive ne peuvent pas coexister. Vous ne pouvez pas dire simultanément au monde que l'Amérique est la plus grande nation hôte de l'histoire et refuser des visas au président de la fédération d'une équipe qualifiée. Le marché voit la contradiction, même lorsque l'administration ne la voit pas. La situation des visas iraniens n'est pas une décision politique isolée. C'est un point de données visible dans un schéma qui coûte de l'argent réel aux villes hôtes américaines. Autre chose s'est produit cette semaine. Presque personne n'en a parlé. Le 17 juin, alors que la Coupe du Monde entrait dans sa deuxième semaine, la Chine a ajouté 26 banques internationales à son réseau transfrontalier de paiement en yuan numérique, dont Standard Chartered, l'une des institutions bancaires les plus connectées au monde. Le projet mBridge, la plateforme de monnaie numérique multibanque centrale opérée par la Chine, Hong Kong, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, a désormais traité plus de 55 milliards de dollars de transactions. Le yuan numérique a géré 3,4 milliards de transactions pour une valeur de 2,4 milliards de yuan, soit une hausse de plus de 800% depuis 2023. Je ne trace pas de lien direct entre la note laissée dans le vestiaire iranien et l'infrastructure financière chinoise. Mais je dis que la même semaine où les États-Unis organisaient une Coupe du Monde dans laquelle une nation participante était traitée comme une menace sécuritaire et où des supporters devaient en coudre des drapeaux dans les tribunes pour exprimer leur identité, la Chine développait discrètement l'architecture financière qui permet à une plus grande partie du monde de commercer et de régler des transactions sans passer par le système du dollar américain. La note et le réseau de paiement ne sont pas sans rapport. Tous deux sont produits par la même condition sous-jacente. Un monde qui construit activement des alternatives au système contrôlé par les États-Unis, un geste après l'autre. Laissez-moi vous dire ce que je pense de la stratégie de Trump pour la Coupe du Monde. Parce qu'il existe une version de cette histoire dans laquelle accueillir la Coupe du Monde aurait été un véritable outil diplomatique. Une version où les États-Unis utilisent le tournoi pour projeter une image d'ouverture, reconstruire des relations abîmées par la guerre avec l'Iran, démontrer que les institutions américaines peuvent organiser un événement mondial avec dignité et compétence. Cette version était disponible. C'était la version évidente. Vous pouviez organiser une Coupe du Monde et décider que l'équipe iranienne, quoi que vous pensiez de son gouvernement, mérite de dormir dans un hôtel la veille d'un match. Vous pouviez décider que le président de la fédération d'un pays participant obtient un visa pour assister au tirage au sort d'un tournoi auquel son pays s'est qualifié. Vous pouviez décider que la communauté de la diaspora devant le stade, les manifestations, les drapeaux, les chants, n'est pas quelque chose à encadrer et à réprimer, mais quelque chose à permettre, parce que c'est cela, accueillir. Aucune de ces décisions n'a été prise. À la place, le choix les encourse octroyer niche et Chez le choix a été de maintenir toutes les restrictions, d'appliquer chaque règle frontalière et de laisser les images produire leurs effets. Et ces images les ont abouti à une note manuscrite dans un vestiaire, traduite en 30 langues, partagée par des millions de personnes, appelant à la paix dans une ville où vit la plus grande diaspora persane du monde, au sein du pays qui a passé 100 jours à bombarder la patrie qu'elle a laissée derrière elle. Je ne sais sincèrement pas si ce résultat était calculé ou s'il n'est que la conséquence d'un appareil politique incapable de penser aux effets de second ordre. Les deux possibilités sont inquiétantes, chacune à sa manière. Voici la partie que je n'arrive pas à résoudre. Le bilan du gouvernement iranien en matière de droits humains n'est pas contestable. Les manifestations de 2022 après la mort de Mahsa Amini ont entraîné la mort de plus de 500 personnes selon des organisations de défense des droits humains, des milliers d'arrestations et des dizaines d'exécutions. Les femmes qui retirent leur voile en public risquent la prison. Les journalistes risquent la prison. Les dissidents risquent la prison. La fédération de football qui a diffusé la photographie de la note de paix fonctionne sous l'autorité d'un gouvernement qui, dans le même temps, était engagé dans un conflit militaire de 100 jours avec les États-Unis et qui a déjà utilisé ses athlètes comme instruments diplomatiques. J'en ai assez vu sur le fonctionnement des messages d'État pour savoir que paix, respect et amitié entre toutes les nations, écrit par une équipe nationale de football lors d'une Coupe du Monde à Los Angeles, n'est pas un geste purement spontané. La fédération l'a publié. Il a été photographié. Il a été partagé de manière stratégique. Tout cela est c'est vrai.
Et il est également vrai que les joueurs qui l'ont écrit sont des êtres humains qui vivent dans des hôtels à Tijuana, qui franchissent des frontières sous des restrictions qu'aucune autre équipe ne subit, qui concourent au plus haut niveau du football international, sans leur personnel d'appui, sans la direction de leur fédération, sans pouvoir simplement exister dans le pays hôte comme toutes les autres équipes de ce tournoi. Les deux choses sont vraies, le gouvernement iranien les utilise, le gouvernement américain les restreint. Et quelque part au milieu de tout cela, ils ont fait 0-0 contre la Belgique, se sont assis dans un vestiaire du Sophie Stadium et ont écrit une note. Je reviens sans cesse à une question. Pas à propos de l'Iran, pas à propos de la politique de visa de Trump, pas à propos du silence de la FIFA. La question porte sur la note elle-même, sur la personne à qui elle était réellement destinée. L'équipe quitte Los Angeles, la note reste, dans un vestiaire à Inglewood, en Californie, dans le stade où se joue le Super Bowl, dans l'enceinte sportive la plus célèbre de la ville qui abrite la plus grande diaspora persane du monde. Un message manuscrit sur la paix, laissé par une équipe qui n'avait pas le droit de passer la nuit sur place. Je ne sais pas si cela change quoi que ce soit. Je ne sais pas si cela devrait changer quoi que ce soit. Mais je me surprends à ne pas savoir si la déclaration politique la plus honnête de toute la Coupe du Monde 2026 a été faite par un président, par une fédération, par une marche de protestation, ou par quelqu'un qui a pris un stylo et l'a laissé sur un banc dans un vestiaire qui serait nettoyé et préparé pour le match suivant dès le lendemain matin. Je ne crois pas que cette question ait une réponse, et je crois que c'est précisément là tout l'enjeu.